Je l'ai pas dans la caméra. Vas-y, refais la caméra. Voilà. Tiens, nous n'importe, on se retrouve. Oh. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. En réalité, en début de carrière, quand je travaillais au Krebs et au MMA Factory en même temps, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes en même temps. Je travaillais avec des cyclistes, des basketteurs, des volleyeurs, des karatéka, boxe française, etc. Je travaillais vraiment avec beaucoup de monde. Et puis à un moment, je me suis dit, déjà, j'ai plus envie de faire de quantité. J'ai envie de faire vraiment de la qualité. Ouais. La qualité, ça prend du temps. J'avais aussi envie de consacrer tout mon temps, toute mon énergie et toute ma passion au sport de combat. Globalement, de manière générale dans ma vie, j'essaie de faire des choix qui vont vers ce qui m'intéresse le plus. Et quand je commence à sentir qu'il y a une forme de lassitude qui se crée, je préfère me distancer de ces choses-là. Donc la réalité du choix fait de travailler avec peu de personnes, et c'est pas que peu de personnes, c'est peu de personnes qui ont des ambitions, qui ont la capacité d'accéder à ces ambitions et qui sont profondément humains. C'est-à-dire que j'ai choisi aussi, au-delà des personnes et de leur niveau sportif, un rapport très très humain. Et ça, pour moi, c'est très important, presque aussi important que ta capacité à performer sur le plan sportif. Moi, ça me facilite la vie au quotidien. Ça fait que je travaille avec des gens qui sont des gens bien, qui sont bienveillants, qui sont des gens qui ont envie de s'entraîner, qui ont envie de performer. On est alignés sur ces trucs-là. Et du coup, pour moi, je minimise les efforts que ça me coûte de travailler. Je reste quasiment que sur de la passion, et du coup je peux le faire énormément et je peux pas consacrer beaucoup de temps sur ça. T'as quand même réussi à exploser à la fin. Juste faire attention aux appuis, continuer à mettre des feintes, de l'activité, pas montrer la fatigue. Mais c'était puissant, c'était rapide, c'était beau. Sauf que le game, ça va être l'anglaise. Faut les fasses comme ça de finition. Là, le mec, tu vas toucher dans les cordes. Si tu restes trop serré, même un mec fatigué, il va quand même avoir mettre un crochet. Donc de temps en temps, tu vas le faire accélérer, tu vas le puncher. Mais tu le pousses, tu le repousses dans la cage pour pas qu'il y ait d'appui pour remiser. Tu le pousses juste un petit coup, tu pousses un petit peu et tu repars derrière. Tu vas juste pour déstabiliser pour pas qu'il puisse contrer. Je remarque en allant dans différents gyms et en discutant avec différents coachs que chacun a bien sûr ses méthodologies et ses manières de voir les choses. Ici, par exemple, en voyant que tu te focalises tellement sur peu de personnes qui tournent avec moins de gens, est-ce que tu sens que c'est pas un souci parce que justement en ayant différents types de profils? C'est une très bonne question, et ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on a vu à la DCC avec John Danaher. Je peux te montrer en 2 secondes? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Encore mieux. Tous les mecs chez Danaher, ils ont cette approche, mets les mains comme ça, ils arrivent et en fait leur approche, donc ils veulent aller vers le dos ou peser sur la nuque, ils prennent la main comme ça, ils font une technique, moi j'appelle ça le serpent, donc ils rentrent la main, ils rentrent l'underhook, d'ici soit il fait ça et vient chercher le dos, ni tape et vient chercher le dos, soit comme les mecs qui sont rodés à ça, ils défendent un petit peu, donc ils mettent un peu, ils remettent le bras devant, ils remettent le bras devant, ils poussent un petit peu ici, ils viennent ici, ils prennent la drague et ils viennent prendre le dos. Donc ça c'est leur très très classique. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que quand il vient me rentrer le bras ici, voilà, quand il a rentré le bras ici, vraiment underhook, ce bras là, tu rentres ici, voilà exactement. Le mec contre Meregeli, le lutteur américain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais quand il a rentré le bras ici, il a laissé rentrer le bras, il a dit ok, il a pris la main et poum, il est parti, là c'est Uchimata, mais il est parti sur les deux, Aregoshi, et il a fait voler là-dessus. Les gars en fait ils ont regardé ce qu'ils font à l'entraînement, comme eux ils sont toujours dans le même truc, je pense qu'ils ont quasiment jamais eu à l'entraînement un mec où quand ça rentre, boum il part, et donc ils n'ont pas eu le temps de se préparer à ce truc-là. Et moi, je pense que la raison pour laquelle ils ne se sont pas préparés à ça, c'est qu'effectivement, chez Danaher, c'est très descendant, contrairement à ce qu'on disait hier où c'est plus horizontal. C'est ça. Tu as un coach qui dit quoi faire et ensuite tout le monde travaille. Et tout le monde reproduit le même schéma. Et je pense que comme ils n'ont pas été exposés à des gens à différentes possibilités, il n'y a pas un moment où ils se sont dit ah, attention les gars, quand on fait ça, c'est dangereux, il y a le contre qui est comme ça. Alors toi, tu vas chercher différents types de partenaires qui peuvent offrir différentes possibilités. Exactement. 100% d'accord avec ce que tu dis. Comment on remédie au fait de ne pas travailler avec beaucoup de monde? Premièrement, en choisissant des partenaires de haut niveau dans différentes disciplines et en faisant en sorte de ne pas hésiter à mixer. Globalement, on essaie de soit créer des test matchs, soit créer d'autres oppositions parfois, soit créer... Il y avait une vidéo qui était parue, on avait fait un rassemblement ici.
Il y avait Benoît Saint-Denis, il y avait Youssef Bouganem, il y avait Yacine, il y avait etc. Donc parfois on voit d'autres profils. Mais après quand on arrive sur le combat, par contre on essaie de chercher des profils qui sont assez similaires et qui correspondent. Ouais. En fait, dans ma vision, déjà, il n'y a pas de lien de subordination. C'est-à-dire que je t'aide et tu m'aides. Et on s'aide. Et du coup, c'est pas en dessous ou au-dessus. C'est juste, moi, je suis là pour t'aider, mais je peux t'aider que si toi aussi, tu m'aides à t'aider. Moi, je considère que c'est horizontal. Je viens pas sur le camp d'entraînement avec le savoir. Je viens avec des propositions qu'on teste ensemble et ensuite on voit ensemble si ça fonctionne ou pas. Et la deuxième chose ensuite, c'est que si je suis indifférent à toi, je vais pas passer du temps sur toi. Mais par contre, si je tiens à toi, j'ai pas de souci à te dire ce qui va et ce qui va pas parce que je tiens à toi. Et plus je tiens à toi, plus c'est important, plus tu es important pour moi et plus je vais vouloir ton bien. Et dans je veux ton bien, il y a toute cette phase de il faut pour ton bien que tu comprennes ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Ce que tu fais bien, ce qui te fait gagner et ce qui te fait perdre. Pour moi, être proche, ça m'empêche pas d'être franc et d'être dur s'il faut être dur ou d'être souple s'il faut être souple. Et voilà. Par cette petitesse, par cette étroitesse de la structure, le fait qu'on soit peu, ça me permet de dégager beaucoup de temps, d'énergie physique et d'énergie mentale avec mes athlètes. J'ai 4-5 athlètes auxquels je pense tout le temps. Comme j'ai une veille permanente des sports de combat, de la préparation physique, de la performance d'une manière générale, il y a un lien automatique qui se fait entre cette veille et les athlètes avec qui je travaille. C'est-à-dire que je vais regarder une vidéo et je vais penser « Ah oui, ce geste-là, il nous sert comme ça » ou « Cette adaptation, on peut s'en servir comme ça », etc., etc. Donc, il y a un lien permanent entre la veille qui est créée dans mon environnement et le contenu auquel je suis sensible et que j'observe au quotidien et les athlètes que je tente de faire performer de la meilleure des façons. Pour un coach, c'est la cour de récréation, quoi. Ouais. C'est tout ce qu'il faut, la préparation physique, tous les outils pour amener le sportif à haut niveau et puis entraîner pour le haut niveau, c'est sûr. Et puis bon, il y a cette tranquillité, on peut faire vraiment du one-to-one où l'équipe peut vraiment s'occuper de l'athlète et c'est bien. C'est énormément moi ce que j'appelle c'est du micromanagement, c'est-à-dire que la préparation physique à l'ancienne, on était sur des planifications de 6 semaines, 12 semaines, parfois voire même plus. Nous on fait beaucoup de micro-planification, c'est-à-dire que quand je suis revenu, le 8 août, on a commencé avec Nassour. Au début, il n'y avait pas de planification, c'était juste on se voit tous les jours et puis on va voir ce qu'on va faire. Et puis, au bout d'une semaine, on a commencé à mettre en place, ok, il faudrait qu'on mette un peu plus de ça, un peu moins de ça, un peu plus de grappling, un peu plus de striking. La première des choses, c'est étudier l'adversaire. La deuxième des choses, c'est réétudier nous-mêmes ce qu'on a fait pendant nos derniers combats. La troisième des choses, c'est d'étudier en sparring le cumul de ces infos, ce qu'on pense que va faire l'adversaire et la façon dont Nassour réagit à ces choses-là. Et à partir de là, une fois qu'on a tout ça, nous on filme tous les entraînements. Donc on regarde les séquences, on étudie, on change au fur et à mesure. Et ensuite on fait de la micro-planification. Donc micro dans quel sens ? À la semaine, il y a un emploi du temps que j'envoie le samedi ou le dimanche pour toute la semaine à venir, qui varie selon les semaines. Par exemple, au début du camp, on avait un camp qui était principalement axé sur du grappling et de la lutte. On a mis beaucoup plus l'accent depuis 1 ou 2 semaines sur le striking. Quand on s'approche du combat, on fait de plus en plus de spécifiques. Donc par exemple, cette semaine, on a beaucoup de sparring. On a des séances qui sont courtes, mais qui sont à haute intensité. Et ensuite, selon la séance en elle-même, j'ai des outils qui me permettent de prolonger un peu la séance ou de réduire un peu l'intensité de la séance. Aujourd'hui, on est sur le 3e sparring de la semaine. Il peut y avoir de la fatigue qui s'est accumulée. S'il y a de la fatigue qui s'est accumulée et que je le sens pendant le sparring, à la fin du sparring, on fera rien de plus, un petit shadow, quelque chose comme ça. S'il n'y a pas trop de fatigue qui s'est accumulée, on fera un peu de drill, de répétition technique. S'il est en pleine forme, on fera du travail à thème un petit peu plus intense. Et donc, c'est micromanagement à la semaine et micromanagement à la séance. Et même parfois, j'ai des retours de Nassourdine le matin ou l'après-midi où il me donne son niveau de fatigue et en fonction de ça, on va adapter les séances qui vont avoir lieu. Si tu pouvais parler à Nicolas d'il y a 10 ans, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais ? Il y a 10 ans, j'avais quel âge il y a 10 ans ? J'avais 28, je dirais crois en toi, continue à faire ce que tu fais, fais-le. Si tu penses que tu le fais à 100%, fais-le encore plus, fais-le à 200%, fonce encore plus dans cette direction.
parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Merci à tous pour votre soutien sur Fight Mind et on se retrouve très bientôt pour l'UFC Paris. Merci beaucoup, super Merci. gentil, merci Nico.